présenté par Olivier Charvet. Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle émission de Parcours de vie, cette fois-ci un petit peu décentralisée par rapport au Beaujolais classique. Nous sommes à Genève aujourd'hui avec une personnalité au parcours extrêmement atypique. Alors on ne va pas revenir sur l'intégralité de sa vie, mais simplement sur un pan, qui est son pan, on va dire, antiquisant. Alors c'est Manuel Grandjean. Bonjour Manuel. Oui, bonjour Olivier. Alors toi tu es, alors, je vais quand même te faire tes multicasquettes, tu es directeur adjoint du DIP de Genève, c'est-à-dire l'équivalent de l'éducation nationale, mais ça marche par canton ici. Ouais, en fait, je suis directeur d'un service qui s'occupe des médias pour l'enseignement, donc l'utilisation des médias pour l'enseignement, que ce soit les médias traditionnels, l'audiovisuel ou l'informatique. Et ça permet beaucoup de choses, parce que finalement ça permet la médiation dans plein de domaines, et notamment aussi les langues anciennes et la culture latine. Ok, aujourd'hui on a la chance d'être au lac de Genève avec de la musique, enfin c'est vraiment quelque chose de très beau en fait. Et Manuel, toi dans ce lac de Genève et autour de Genève, tu as fondé une association et un restaurant qui s'appelle Nunc est Bibendum, qui traite de la cuisine antique. Alors on va en toucher un mot là, mais on y reviendra justement après, une fois qu'on aura fait tout le parcours. Alors qu'est-ce que c'est exactement et comment ça se passe? Comment t'en es arrivé à ça en fait? Alors, comment ça se passe? C'est une association qui explore la cuisine antique principalement, mais aussi tout ce qui concerne la convivialité autour d'une table. Donc ça peut être le jeu, ça peut être la conversation latine, ça peut être toutes sortes d'aspects, je dirais, de convivialité, de commensalité. Et puis on a actuellement un partenariat avec un restaurant qui incarne, je dirais, le résultat de nos recherches et qui propose au jour le jour aux gens qui vont manger là-bas des plats romains. Voilà, c'est l'originalité d'arriver à faire toute la chaîne, je dirais, de la recherche à partir des textes antiques jusqu'à proposer à tout le monde dans un quartier populaire des repas romains. C'est top et c'est très atypique, j'aime beaucoup. En plus, il y a une recherche archéo qui est énorme sur ça, je t'ai vu travailler là-dessus. Mais cette recherche archéologique, elle remonte à tout petit, parce que je sais que tu es fasciné par l'Antiquité, enfin par plein de choses, on est d'accord, mais particulièrement par l'Antiquité. Et toi, dans l'enfance, ça remonte à quoi ou comment cet amour pour l'inconditionnel, pour l'Antiquité? Alors, bon, ça remonte à l'enfance. Je pense que tous les enfants ont des rêves autour de l'Antiquité qui viennent de différentes sources, notamment la bande dessinée. J'étais un grand lecteur d'Alix, par exemple, bon, d'Astérix aussi, même si c'est plus loin. Voilà. Donc là, il y a un rêve, je pense, qui est partagé par beaucoup d'enfants. Certains perdent ce rêve. Moi, j'ai gardé ce rêve d'enfant. Donc après, j'ai fait des études classiques, latin, grec et même hébreu. Formidable. Donc voilà, donc ça a été un peu plus loin. Et puis j'ai ensuite été pendant 17 ans journaliste dans la presse écrite. Et la Tribune de Genève? Non, le Courrier de Genève, qui est un petit quotidien genevois alternatif, mais extrêmement libre. Donc qui avait, je dirais, une liberté de parole phénoménale qui ne dépend pas de la publicité, comme la plupart des journaux en France comme en Suisse. Et puis voilà, donc c'était une période absolument fabuleuse parce qu'on pouvait faire un métier de journalisme vraiment sans concession, sans voilà, la sans liberté, c'est quelque chose auquel on est tous les deux très attachés. Ouais. Et je pense qu'effectivement, tout ce que tu mènes aujourd'hui sur les différents projets d'archéologie et d'éducation nationale, tu as besoin d'avoir une certaine liberté pour arriver à mener tout ce monde-là sur des projets extrêmement ambitieux. Toi, la liberté permet de réaliser les rêves, autrement c'est compliqué. C'est compliqué, tu m'étonnes Manuel. Toi, petit, il y a un truc que tu me racontais qui est quand même hyper fascinant, c'est ce moment-là où tu as des Santiago. Tu dois être au lycée, enfin chez vous, c'est pas pareil. Ouais, non, les degrés scolaires, c'est compliqué de faire la jonction. Mais en gros, j'avais 14 ans, on va dire. Et puis, bon, pétri de cette passion de l'Antiquité, et je me suis mis dans la tête de reconstituer une armure de légionnaire romain à l'époque. Alors j'ai commencé à l'époque, donc je parle d'une époque, c'est il y a 45 ans. D'accord, donc il n'y a pas Internet. Donc il n'y a pas Internet, donc j'avais aucune idée
s'il existait ou non des groupes de reconstitution. Ça commençait, hein, il y avait quelques groupes qui commençaient, mais évidemment, il y avait, je dirais, ni l'attrait populaire qu'il y a maintenant, ni les moyens de communication qui permettaient de diffuser cette passion-là. Donc j'étais tout seul dans mon coin à faire mes recherches, essayer de retrouver des documents. Alors à l'époque, c'était évidemment en bibliothèque. C'est ça. Et à essayer de dessiner aussi les éléments que je voulais reconstituer. Alors je suis jamais arrivé au bout. J'ai reconstitué une partie de la lorica. Amata avec les bandes ou ça Non. fait la version avec les petits... Non, la Amata. Donc, non. Et puis j'ai reconstitué, la seule chose à laquelle je suis arrivé au bout, c'est un glaive. Effectivement, qui a, tu as fait allusion à cette histoire, pour lequel j'ai utilisé le cuir de mes Santiago pour le recouvrir, où j'ai meulé une barre de fer pour faire la lame, ciselé du laiton pour faire les décorations. Tu l'as etc. là ou pas? Bah oui, je l'ai là. Fais voir. Alors, voilà, donc ça c'est la trace archéologique, Attends, on va dire. Ouais. Okay, c'est la trace archéologique de ma passion pour l'Antiquité. Alors c'est vraiment une trace archéologique parce que c'était avec les moyens du bord, hein, mais voilà. Donc, mais pour une trace archéologique... Mais ça c'est à 14 ans, tout seul. Est-ce que tu peux l'extraire Oui, je peux l'extraire, oui. Ça... Nickel. Et ça, donc c'est la couverture avec ton cuir de Santiago, c'est-à-dire tu as sacrifié une paire de chaussures en cuir pour te faire le... Ouais. Et tu as fait du métal. Elle était peut-être trouée. Hein. Oui, mais c'est pas... Alors j'ai fait du métal poinçonné, découpé, poinçonné, ciselé, pour faire les décorations, effectivement, voilà. Et fascinant pour cette lame, effectivement. Et donc tu avais fait le petit, avec le fil de cuivre pour faire la garde. Ah ouais, ce travail, t'as passé... Voilà, j'avais meulé, etc. T'as passé combien de temps? Aucune idée. Beaucoup. Alors c'est ce truc très particulier de la passion, en fait, et c'est qu'en fait, on en parlait l'autre jour, c'est que en fait, on calcule pas le temps. Non. Ça non, pas de... On sait pas. Ben voilà, donc c'est vraiment une trace que j'ai gardée parce qu'il y a un lien affectif à ça, mais évidemment, j'ai découvert, on va dire... 35 ans plus tard, qu'il y avait des groupes de reconstitution qui faisaient tout un travail, qu'on trouvait des éléments. Voilà, tout est venu beaucoup plus facile avec les réseaux, évidemment. Ça s'est passé avec le temps. Ouais. Et toi, donc, tu as passé 17 ans donc, à la tribune, au Courrier de Genève. Ok. Et après, tu as intégré l'instruction publique, c'est ça en fait? Oui, alors l'instruction publique, c'est l'équivalent de l'éducation nationale, c'est les écoles publiques. Les écoles publiques de tous les degrés. L'école commence à 4 ans en Suisse, oui. Je ne sais pas en France si c'est pareil. Et puis après, il y a la fin de l'école obligatoire à 15 ans, 15-16 ans. Et puis après, le post-obligatoire, donc soit des formations gymnasiales qui préparent à un parcours universitaire, soit des formations professionnelles, avec une particularité, je crois, qui est assez unique en Suisse, d'avoir des formations duales, à la fois en classe et à la fois en stage. Ça c'est top. Et c'est top, ouais. Et alors, ce truc qui est fascinant chez toi, c'est que tu as quand même mêlé ce principe de fonctionnement avec l'Antiquité, et je pense particulièrement à cet arc de triomphe que tu... Enfin, il y a eu plein d'autres projets, je suppose, avant qui ont emmené à ça. Mais en fait, donc, je suis arrivé au département de l'instruction publique pour m'occuper de ce service qui s'occupait des médias, enfin qui s'occupe toujours des médias, parce qu'en fait les médias dans l'enseignement ont toujours été utilisés. La documentation, les photos, les posters, les cartes qu'on déroulait dans les classes il y a une centaine d'années, on va dire. Il y avait la documentation, après sont arrivés dans les années 60, 70, les moyens audiovisuels. Et ça a changé énormément la donne. Donc il y a eu des projets d'abord de télévision en classe, de télévision scolaire, après il y a eu tous les moyens audiovisuels qui sont arrivés dans les classes. Et puis depuis les années 80, c'est l'informatique qui est entrée dans les classes. Et puis voilà, et puis il y a des services qui s'étaient créés pour gérer ça, pour venir en soutien aux enseignants, donc c'est des services de soutien, mais qui s'étaient créés par média et par degré. Et il y a maintenant 18 ans, le département de l'instruction publique genevois a décidé de tout regrouper. Et moi je suis arrivé au moment, donc comme ils regroupaient tout, ils ont cherché quelqu'un pour diriger cette structure qui regroupait tout, et je suis arrivé à ce moment-là directement du journalisme. Et maintenant ça fait 18 ans que je suis dans cette structure. Et ça fonctionne structure. Bien parce que tu as cette curiosité en fait de découvrir beaucoup de choses et surtout de t'adapter au courant. C'est-à-dire
tu suis vraiment les tendances hein, et tu vois, tu es précurseur pour certaines idées, vraiment. Disons, on a... Bon, déjà, travailler pour l'enseignement, c'est fabuleux, c'est génial. Oui, c'est vrai, faut bien l'avouer. Voilà. Donc on vient en fait en support aux enseignants pour l'utilisation de ces moyens, mais dans toutes les dimensions, c'est-à-dire dans la dimension fourniture du matériel et de l'assistance, mais aussi dans la dimension de la formation continue des enseignants pour qu'ils puissent utiliser au mieux ces nouveaux moyens. Oui. Et puis aussi dans la production de ressources pédagogiques sur demande des services qui sont en charge des disciplines. Voilà. Donc c'est très très vaste. Donc très très vaste à la fois dans le champ couvert et puis dans les possibilités, puisque les médias, les médias c'est tout ce qui permet de transmettre quelque chose. Et là on est large. Et là on est large, ouais. Et toi, comment t'inscris la culture antique ou la culture classique dans ces médias ou dans ces réalisations pratiques? Alors, c'est clair que la culture, les langues et la culture antique ont aussi besoin de moyens modernes de médiation. Je dirais même d'autant plus que c'est des disciplines menacées, qui sont, comme partout, en Suisse comme en France, en perte de popularité, en perte. Donc il y a une vraie difficulté à les maintenir partout et il y a de moins en moins d'élèves qui choisissent ces parcours-là. Ce qui, à mon avis, est une erreur. Qui est un constat partagé par pas mal de monde, mais dans les faits, il ne se passe pas forcément grand-chose. Et là, donc, ça me semblait important de pouvoir, avec les possibilités de ce service, qui s'appelle Service École Média d'ailleurs, de pouvoir venir en aide à ces disciplines-là. Notamment à la cinquième, je crois que vous c'est inversé, la cinquième. Ça va être la quatrième pour nous. Non, ils ont quel âge nous c'est la neuvième. La cinquième, ils ont quel âge en cinquième? Alors ils ont 11-12. Ok, donc ça doit être la sixième, cinquième. Sixième, cinquième, ouais, voilà. Où c'est une année où à Genève, tous les élèves, absolument tous les élèves ont des cours de langue et culture latine. Donc on a une particularité qui est assez extraordinaire, je trouve, c'est que n'importe quel petit Genevois a au moins des rudiments de langue et culture latine. Et ça, c'est formidable. Mais c'est après que ça se gâte, c'est-à-dire qu'en dixième, l'équivalent de votre quatrième, il y a un choix qui doit être fait, et là, c'est l'hécatombe. Donc voilà, donc là, il y a quelque chose qui peut être fait, je dirais, pour rendre plus attractif aussi le parcours. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a créé dans le service École Média des ateliers langue et culture latine où les élèves donc de 9e, équivalent de 5e, donc si j'ai bien compris, peuvent, je dirais, mettre en pratique et puis avoir une expérience tangible en fait de l'Antiquité. C'est plus seulement des notions abstraites dans des manuels scolaires, mais ils peuvent venir expérimenter un certain nombre de choses, donc voir par exemple et manipuler des objets de la vie quotidienne ou des objets médicaux ou des objets militaires. Ils peuvent venir essayer une cuirasse, c'est pas celle que j'avais faite. Non, j'ai bien compris. Ils peuvent venir, tout ça dans un cadre un peu ludique, mais qui permet de faire appel aux notions. Alors dans le domaine culinaire, par exemple, ils peuvent venir distinguer des aliments qui n'existaient pas, pourquoi, etc. Il y a tout ça. Et puis, donc on a un espace qui est dédié à ces ateliers. Donc on a plus d'1 millier d'élèves qui chaque année vient faire ces ateliers. Et dans cet espace, effectivement, on a maintenant la reproduction d'un arc de triomphe qui est celui d'Orange, qui a été fait par une école professionnelle, donc école professionnelle technique filière bois, construction filière bois, et qu'il a fait pour une manifestation à Genève qui a lieu une fois tous les 2 ans. Et en attendant... Alors justement, ce panel, enfin ce panneau, pardon, ce volet avec les élèves, c'est hyper important, mais vraiment. Mais à côté de ça, tu as un travail extrêmement minutieux sur la recherche archéologique et justement par rapport à cet événement qu'on appelle la nuit, la nuit antique. La nuit antique, effectivement. Donc toi, tu t'y inscris, tu vas nous en parler de toute façon, et surtout tu t'inscris aussi sur tout ce travail de recherche qui est quand même
Je te connais, hein, c'est hyper minutieux. Je sais que tu veux rien laisser au hasard, tu vas être extrêmement précis et c'est tant mieux, surtout sur quelque chose de scientifique parce que c'est scientifique. Après, donc il y a toute l'histoire de l'association et du restaurant qui vont avec. Ouais. Mais toi, on va commencer par ce principe de la nuit antique dans laquelle tu t'inscris et peut-être ultérieurement avec le musée d'histoire de Genève, ça dépend de l'évolution. Ouais, en fait, ma démarche de passionné solitaire de l'Antiquité, elle s'est terminée. Elle s'est terminée quand j'ai fait la connaissance de la Nuit Antique, qui était une manifestation, et qui est toujours une manifestation organisée par l'Université de Genève, des personnes de la Faculté des sciences de l'Antiquité. La première édition a eu lieu en 2016. Donc voilà, j'ai eu connaissance de ça. La deuxième édition en 2018, j'ai participé. Après, j'ai été membre du comité. Donc j'ai rejoint en fait cette dynamique Nuit Antique, qui est, je dirais, une manifestation comme maintenant on en trouve dans beaucoup de lieux, plus souvent, c'est vrai. Qui sont, je dirais, des espèces de villages de reconstitution destinés au grand public, où on présente différents aspects de la vie antique. Alors, il y a l'aspect militaire évidemment, mais à la Nuit Antique, il y a beaucoup les aspects artisanat aussi. Donc il y a un tailleur de pierre, un souffleur de verre, il y a un atelier d'écriture, il y avait de la cuisine aussi évidemment. Enfin voilà, il y a un atelier coiffure. Et d'ailleurs, dans ma collaboration avec la Nuit Antique, j'ai essayé de rapprocher ça aussi des écoles. Alors il y avait toujours eu sur la Nuit Antique une journée qui est destinée aux écoles, une journée qui est destinée au grand public. Donc il y avait un lien naturel avec mon job actuel, on va dire. Voilà. C'est ça. Et puis moi j'ai aussi essayé de rapprocher plus d'écoles professionnelles. Donc par exemple on a l'école professionnelle des coiffeuses, coiffeurs. Qui a participé à la dernière pour faire un atelier de coiffure antique. Donc les gens pouvaient venir à la Nuit Antique se faire coiffer à la romaine. Donc ça implique en amont tout un travail avec les élèves. Et c'est là que c'est très intéressant et qu'en général les profs qui s'occupent de ça sont hyper preneurs de la démarche. Parce qu'en amont, il y a ce travail avec les élèves pour leur expliquer que leur métier actuel, il n'est pas né hier, mais qu'il y a toute une continuité, des milliers d'années d'histoire et il y a une continuité. Donc on a ce travail avec aussi la filière bois de l'école professionnelle construction. Et là aussi c'est la même démarche. Ça veut dire que les élèves qui aujourd'hui apprennent à faire de la charpente, ils voient aussi tout le recul qu'il y a sur l'art qu'ils pratiquent. Ça valorise les formations professionnelles. C'est quelque chose qui est extrêmement important, je trouve. C'est les élèves du centre de formation professionnelle construction de la filière bois qui l'ont fait pour une manifestation publique qui a lieu tous les 2 ans dans le parc des Bastions à Genève, qui s'appelle la Nuit Antique. Et donc c'était pour servir de décor à cette manifestation. Donc ça a servi de projet pédagogique pour les élèves de ce centre de formation professionnelle. Et bien sûr, la question c'est comment tu en es arrivé là, qu'est-ce que tu as mis en place pour que les élèves arrivent à reconstruire ça, aussi justement par rapport au plan qu'on voit là. Alors, ce qu'on a fait avec les élèves, c'est qu'on a intégré ça dans leur programme et ça a permis de faire les exercices de construction qu'ils font d'habitude, mais avec une motivation, avec un sens, avec un objectif qui était de reconstruire quelque chose, donc une grande valorisation pour eux. Et puis de faire un objet qui va servir pendant des années dans le cadre de la Nuit Antique, mais aussi dans le cadre de cet atelier qui est destiné aux élèves du cycle d'orientation à Genève et qui sert de décor pour un atelier où les élèves viennent faire des activités en lien avec l'Antiquité. Alors l'idée de faire cet arc de triomphe, on cherchait quelque chose, on avait déjà une collaboration avec le centre de formation professionnelle qui avait fait d'autres objets dans le cadre d'une manifestation de la Nuit Antique. Et on cherchait un objet à leur faire faire. Et puis voilà, l'idée est venue de faire quelque chose de monumental, relativement monumental. Si, on est pas mal. Et puis ils ont adoré l'idée. Donc voilà, on est parti avec ce projet. Et je sais que ces principes d'atelier, toi, tu les intègres aussi dans le restaurant, dans l'association, où tu fais venir des élèves pour les ateliers donc culinaires. Mais ça veut dire qu'auparavant, tu as quand même vachement bossé sur tout ce qui est recherche de plats, de mets en fait, antiques. C'est dans la même continuité, je pense. C'est dans la même continuité, oui. Effectivement, on a fait des ateliers de cuisine avec des élèves de l'école primaire pour leur faire découvrir
les choses. Et c'était fabuleux, un émerveillement génial des enfants. Donc c'était des ateliers en 3 phases. On leur faisait d'abord un petit travail sur les ingrédients, effectivement, découvrir les ingrédients, ceux qui y avaient, ceux qui n'y avaient pas, pourquoi les ingrédients n'étaient pas là. Est-ce que les ingrédients qu'il y a aujourd'hui, c'est les mêmes exactement que ceux qu'il y avait il y a 2000 ans ou pas? Dans certains cas, c'est vrai, c'est les mêmes, ils n'ont pas bougé. Dans d'autres, il y a eu tellement de sélection qui fait que ça ne peut rien avoir. Voilà, il y a tout cet aspect-là. Après, il y avait un aspect de réalisation de recettes. Donc les élèves pouvaient concrètement réaliser les recettes. Ça, c'est top. Et puis après, déguster et partager leurs expériences. Donc on a fait ça au restaurant, effectivement. Le but de l'association, c'est que le restaurant, dans le cadre du partenariat qu'on a, puisse servir pour des événements de ce type-là ou d'autres, événements culturels. Et donc on a fait la 3e phase, c'était la dégustation dans le petit triclinium qu'on fait voit au d'ailleurs là on verra en image. C'est ça. Et donc effectivement. Et puis sur la démarche de recherche et jusqu'à quelque chose qui est, je dirais, de la vulgarisation. Oui, c'est extrêmement important. Effectivement, il y a une volonté de l'association de faire un travail extrêmement rigoureux sur la recherche, sur les sources. Et pour ça, on est aidé par des membres du comité aussi qui ont un bagage universitaire dans le domaine des sciences de l'Antiquité tout à fait sérieux. Donc on veut vraiment devenir, et on commence à être reconnu comme les spécialistes du domaine de la nourriture antique. Et je constate que c'est un domaine quand même assez pointu. Il y a énormément de gens sur le champ de la reconstitution militaire, par exemple. Où là, il y a pléthore d'associations qui font un énorme boulot et un très bon boulot, et souvent depuis des dizaines d'années. Et qui commencent à être reconnus maintenant, qui commencent à être reconnus. Mais c'est vrai que dans le domaine culinaire ou des autres choses, comme le jeu antique, comme la conversation latine courante, où il y a moins de monde. et là, je crois qu'on commence à avoir une réputation à être reconnue comme étant des interlocuteurs fiables, vous avez une caution sur les sources scientifique, parce qu'avec les archéologues qui vous suivent, etc. Et la caution pratique, on va dire, avec le restaurant où tu mets en application ces expérimentations que tu as amenées chez toi, effectivement en premier ou avec ton équipe, et tu les amènes au grand public, c'est le cas. Et alors la question c'est, qu'en pense le grand public qui vient? C'est ça. Alors, bon... Déjà, peut-être avant de ce qu'en pense le grand public, il y a effectivement toute cette démarche à partir d'une recherche rigoureuse, d'une expérimentation la plus rigoureuse possible aussi. Après, il y a tout un travail d'adaptation. Parce qu'on est obligé, évidemment, de pouvoir travailler pour un restaurant avec des produits qu'on trouve aujourd'hui. Oui, c'est qui est différent de l'époque. Voilà, et on n'est pas obligé d'aller chercher au fin fond d'une vallée, reculer pour trouver la plante qui nous manque. Et puis après, il faut aussi que ce soit exploitable dans le cadre de restaurants, qui n'est pas un restaurant gastronomique, qui n'est pas un restaurant... c'est un simple restaurant de quartier qui fait des plats du jour à midi, Donc l'idée c'était ça aussi, c'était d'arriver à une version, je dirais, populaire de la recette, au bout de la recherche, de façon à ce qu'il y ait des personnes qui puissent venir manger des plats romains sans savoir qu'ils mangent romain. C'est génial. Et à la fin, ils disent, mais en fait, c'était quoi et pourquoi ça s'appelle comme ça et je suis où en fait? Et là, on leur explique, enfin là, l'équipe du restaurant peut leur expliquer. Et ça, moi, je tenais beaucoup à ce côté. On dit pas, on laisse l'expérience s'installer. On dit pas, on laisse l'expérience s'installer. On permet à des gens qui n'ont aucune idée de la culture antique de quelque part la découvrir de façon sensible et non intellectuelle, de façon sensible, par une expérience, en l'occurrence culinaire, mais qui est aussi une expérience après, je dirais, de la décoration du restaurant. Ils peuvent se poser des questions sur mais pourquoi il y a telle ou telle chose, pourquoi, voilà. Et tu as scrupuleusement d'ailleurs reproduit toi-même, ce qui est quand même vraiment important, enfin marquant, certaines fresques de Pompéi, justement dans le triclinium. Tu as fait des graffitis sur la porte des toilettes, les mêmes graffitis qu'on peut trouver sur les murs Pompéi d'ailleurs.
Ouais, dans les éléments de décoration, il y a plein de clins d'œil. Voilà, tous les éléments de décoration sont tirés de choses. Alors on retrouve effectivement les fresques de Pompéi, où on voit de la nourriture, où il y a cette fameuse, bon ça c'est Herculanum, une fresque où il y a les vins avec le prix des vins. D'ailleurs, tu sers du muslim maison, c'est-à-dire du vin romain maison qui est vraiment très très bon d'ailleurs. Ouais, donc là il y a aussi une recherche sur le vin, sur la composition pour arriver à quelque chose qui nous semblait bon. Et, voilà. Et puis le triclinium par exemple est une recomposition, mais tous les éléments qui sont recomposés viennent de quelque part et peuvent être expliqués. Et l'idée après, c'est que les gens que ça intéresse, par exemple tu faisais allusion au graffiti sur la porte des toilettes, porte intérieure des toilettes, on a une page sur le site internet qui détaille ces graffitis et bien d'autres aussi, et qui donne l'explication, le contexte, etc. Donc les personnes qui s'intéressent, qui sont interloquées simplement par un passage aux toilettes, au latrina, dans le cadre du restaurant, ont un QR code sur la porte. Et si pour aller récupérer les informations pour aller récupérer les infos. Voilà, si ça les interpelle, ils peuvent en savoir plus. Alors la grande question, c'est maintenant que tu as fait, vous avez fait tout ça, parce que comme tu l'as dit, tu as commencé solitaire et maintenant tu es en équipe. Quelles sont les projections ultérieures? Parce que j'en connais une ou deux. Alors donc vas-y, qu'est-ce que tu envisages? Les projets Alors, bon, du côté du restaurant, ce que j'aimerais, moi, c'est que l'expérience soit de plus en plus immersive. C'est-à-dire que pour que les personnes qui viennent, alors peut-être plus le soir qu'à midi, c'est plus une clientèle de quartier qui vient manger un plat du jour, pas trop les enquiquiner avec du folklore, on va dire. Mais pour moi, les personnes qui viennent manger le soir sont demandeuses d'une expérience particulière, donc j'aimerais renforcer cet aspect expérience. Après, le côté restaurant, il est extrêmement difficile, parce que donc le restaurant est indépendant, on a une convention avec l'association, mais la vie des restaurants, après le Covid et tout ça, a été très difficile, est extrêmement difficile. Et je pense que c'est pareil en France qu'en Suisse. Voilà, donc c'est vraiment très très précaire. La vie d'un restaurant local de quartier à Genève, elle est très très difficile. Donc on va voir comment ça se passe, mais l'idéal ce serait de développer ça. Quasiment une reconstitution presque d'une maison romaine, c'est-à-dire où tu rentres, tu es dans un lieu... alors là on est dans le rêve. Ah bah oui, mais il faut envisager loin. Mais je sais que tu y as pensé de toute façon. Bah oui, bien sûr. Mais disons, il peut y avoir des étapes. Il peut y avoir des étapes déjà pour améliorer l'expérience des gens qui viendraient. Simplement par exemple par rapport à la vaisselle. Aujourd'hui la vaisselle, c'est de la vaisselle standard. Si on avait une vaisselle romaine ou reproduction de vaisselle romaine, ce serait un plus par exemple. Tout à fait. C'est un détail, mais ça joue, ça participe à l'ensemble. Et qu'est-ce que tu prévois aussi celui-là, le grand truc qui me fascine avec tes élèves et sur le monde antique justement, sur l'escape game. Ah ouais, alors ça fait partie des différents projets, je dirais, qui sont dans le tube. Pour l'année, pour 2023, il y a pas mal de projets. Il y a celui-là. Celui-là, c'est plus dans le cadre de mon service au département de l'instruction publique, avec une participation de l'association qui va amener une aide, mais c'est plus dans ce cadre professionnel, qui est l'idée aussi pour les élèves en fin de scolarité obligatoire de faire un escape game qui leur permet aussi, je dirais, d'avoir à la fois une expérience, d'expérimenter quelque chose de façon sensible, parce que ça se joue beaucoup sur les émotions aussi. L'escape game, je pense qu'il y a plusieurs valeurs pédagogiques. Il y a un peu de la révision de connaissances, mais c'est marginal finalement, parce que les aspects qui sont révisés par rapport au champ total, c'est très peu. C'est mineur, mais c'est pas grave. Il y a quand même ça, mais il y a surtout, je pense, pour les élèves, l'aspect collaboration. Apprendre à collaborer, et ça c'est une belle expérience utile d'un point de vue pédagogique, je pense. Et puis il y a l'aspect immersif, l'aspect émotionnel. Donc voilà, c'était un aspect immersif. C'est ça, émotionnel. Voilà, émotionnel. Genre qu'est-ce que c'est que ça, Et donc ouais, cet aspect immersif, émotionnel. Alors là, on va faire un escape game sur le thème de Pompéi. Ah, ça c'est formidable. Et avec Pompéi, il y a facilement de l'émotionnel et de l'immersif.
parce que dans les escape games, on ne sait pas toujours pourquoi il faut sortir. On est dans une pièce, on nous dit il faut sortir, mais bon, finalement pourquoi? Si on y est bien, c'est le challenge du jeu. Ouais. Mais si on est dans une pièce d'une villa romaine de Pompéi, on a déjà plus de raisons de sortir. Quand c'est l'éruption du Vésuve. Parce que tout va péter. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ce sera un peu la trame dramatique du jeu. Avec de l'immersif là aussi. Avec de l'immersif. On va voir comment ça peut se faire. On va voir ce qui est possible de faire. Tes premières idées, effectivement, d'avoir des choses mouvantes, d'avoir de la fumée, la chaleur. On va essayer de rendre l'ambiance de la progression du déroulement de l'éruption. Notamment, par exemple, par rapport à... Alors, il peut y avoir des choses plus concrètes, mais il peut pas aussi par rapport à une fenêtre, par exemple, où on pourra voir la progression de l'éruption ou ce genre de choses. Ce dont tu m'avais parlé, c'était cette vidéo sur YouTube où tu avais le plan fixe, c'est ça, et avec la trame pendant 1 heure du Vésuve qu'on voit entrer en éruption. Ouais, c'est une vidéo fabuleuse de reconstitution, évidemment. Oui. Voilà. Mais avec un plan fixe sur les toits de Pompéi, le Vésuve au fond, et c'est minute par minute, à partir des premières fumerolles, jusqu'au le souffle pyroclastique, je crois que c'est comme ça. Donc cette vidéo-là pourrait servir de cadre dans une fenêtre où les élèves peuvent... Enfin, en fait, c'est un peu le compte à rebours de l'escape game. C'est ça, oui, parce que à la fin, t'es mort. À la fin, si t'es pas sorti, voilà. Bon, on s'arrangera quand même parce que le but, c'est quand même que les élèves survivent. Oui, c'est ça, ils ne passent pas de malaise ou un truc comme ça. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de malaise, donc on s'arrangera pour les faire sortir. Oui, c'est ça, mais sinon, l'idée est vraiment formidable. Et le dernier point, justement, parce que dans ta globalité en fait, du monde antique, c'est le Festival européen latin grec aussi, auquel tu vas tâcher de contribuer sur de la lecture et tout, enfin, entre autres. Oui, alors ça, un des objectifs, c'est que les écoles suisses, les élèves suisses participent à ces grandes manifestations européennes basées en France. Donc il y a le Festival latin grec, là j'espère vraiment qu'il y aura des lecteurs. On va voir si on arrive à susciter quelque chose. Et puis il y a aussi le concours du Calam d'Or, il y a aussi le prix littérature jeunesse antiquité, enfin il y a différentes manifestations auxquelles j'espère que la Suisse va participer. Et puis après on a aussi avec l'association un certain nombre de projets locaux. Qui sont très intéressants aussi. Donc je t'en parle volontiers si tu veux. Bah, vas-y. Donc on a un projet, alors on va avoir une participation au Festival Histoire et Cité. Festival Histoire et Cité, c'est une grande manifestation organisée par l'Université de Genève et la Maison de l'Histoire, qui est une entité qui dépend de l'Université de Genève. Et puis qui est une manifestation qui vise à faire un lien, justement une médiation entre la recherche scientifique, avec des pointures du domaine historique, et la population. Donc de se faire rencontrer la population et les chercheurs en fait, parce que c'est souvent des vases clos, enfin des mondes hermétiques. Et voilà, donc là il y a toutes sortes de choses qui se font. Donc c'est des conférences, mais souvent sur un mode aussi plus interactif, plus attractif, etc. Et le thème de 2023, c'est l'alimentation. Ah bah ça tombe bien. Donc la Maison de l'Histoire est venue nous a contactés pour participer, ce qui est pour moi aussi un signe de reconnaissance et légitimité. Voilà. Donc on va participer à cette manifestation. Donc je ne sais pas encore exactement la forme que ça prendra. Il y aura certainement une forme de conférence. Et puis on va organiser aussi, dans le cadre de Histoire et Cité, des ateliers pour les élèves, si possible au restaurant. Un peu cette même formule, mais pour des plus grands. Donc ça c'est un projet. Et puis on a un autre projet avec le Conservatoire et Jardin botanique de Genève, alors qui est derrière la caméra à peu près. Loin, ça va. C'est loin derrière vous. Et puis qui est une magnifique institution à Genève, parce qu'il y a un historique des botanistes genevois qui est phénoménal. Il y a des gens, des grands noms qui ont joué un rôle dans la botanique très importante au 18e, 19e siècle. Et puis là, ce qu'on va essayer de faire avec l'équipe du Jardin botanique, c'est un rallye pédagogique dans l'enceinte du Jardin botanique pour découvrir les plantes de l'Antiquité. Donc découvrir les plantes de l'Antiquité sous l'angle culinaire, évidemment,
mais c'est jamais la culture antique, elle est toujours extrêmement inclusive. Enfin, c'est ça, il faut la donner au plus grand nombre. Elle n'est pas segmentée comme aujourd'hui. Donc ça veut dire que la plante, elle a des vertus culinaires, elle joue un rôle mythologique. Donc on la retrouve dans des histoires mythologiques. On la retrouve comme plante médicinale. Parfois, c'est encore utilisé comme plante médicinale. On a trouvé le principe actif beaucoup plus tard, mais la connaissance de la vertu de la plante était déjà là. Et puis, voilà, il y a ces aspects aussi, la magie aussi. Il y a des plantes qui ont un rôle magique. Voilà. Donc, on va essayer de construire un rallye aussi pour les classes, pour des élèves qui auront, sous forme peut-être d'énigmes, de jeux, et de retrouver les plantes dans le jardin. Ça va être très bien. Hormis le fait que quand même Genève, il y a quand même une histoire romaine qui est importante, parce que c'est vrai qu'il y a des musées, tu me disais à Nyon, à Genève, il y a beaucoup de musées qui parlent de l'Antiquité en l'occurrence, mais le point hyper marquant dans tout ce que tu me racontes, c'est que toi, tu as ce côté moteur, de proposition d'idées et limite d'entrepreneur. Tu me diras, ça colle pas parce que je suis fonctionnaire, mais on s'en fiche en fait. Pour moi, l'entreprise, c'est le fait d'oser. Et tu es toujours en proposition de choses innovantes. C'est clair. Je veux dire, Manuel, à un moment, faut bien constater que oui, sérieusement, il rend à César ce qui est à César, si je puis me permettre. Bon, faut que je le sois aussi d'un point de vue professionnel, sans lien avec l'Antiquité, parce que l'usage du numérique dans l'enseignement, par exemple, est quelque chose d'innovant, est un vrai débat de société aussi. Et puis il faut proposer des choses qui sont des vrais plus pour l'enseignement dans tous les domaines. Donc il y a ce côté-là, mais effectivement, par mon travail, j'ai à la fois cet aspect extrêmement innovant, et puis l'héritage d'un historique de plus d'un siècle d'utilisation de médias pour l'enseignement. J'ai dans mon service une collection d'animes empaillés aussi. Alors, je raconte toujours parce que moi j'aime pas trop ça. Moi non plus, c'est pour ça. C'est affreux. Mais en fait, c'était quelque chose qui était extrêmement courant dans les classes, de montrer un animal comme ça. Et il y a encore un reste de ça. Donc ça me fait toujours rire de penser qu'il y a à la fois les aspects les plus innovants du numérique, où on fait des choses avec de la 3D, avec des imprimantes 3D, avec la virtualisation, et tout ça. Et qu'à côté de ça, il y a toujours cet aspect de documentation. Des cabinets, limite des cabinets de curiosité. Donc il y a un aspect cabinet de curiosité aussi. Donc c'est un peu le grand écart. Et voilà, donc du coup, cet aspect innovation, il est aussi, ce lien tradition-innovation, il est pas seulement dans ma passion pour l'Antiquité, mais aussi dans ma profession. Il est pour tout le monde aujourd'hui. Ça, c'est une question qu'on se pose tous, mais dans beaucoup de domaines. Que ce soit pas seulement réservé à l'enseignement, c'est dans vraiment beaucoup de domaines. Comment allier ce qui s'est passé, avec lesquels on avait l'habitude avec laquelle on devait fonctionner, et ce qu'on nous propose aujourd'hui en médias. Et en fait, on tente, et il y a plein de choses qui se créent. Et je pense que surtout par rapport à l'Antiquité, où là c'est quelque chose de très marquant, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'Antiquité, c'est vraiment très vieux, et le contemporain. Mêler les deux, c'est vraiment ta thématique quand même. Et c'est ça qui est bien. Ouais, tout à fait. Je te remercie Manuel. C'était top.